Bonsoir chers compatriotes et bienvenue dans vos foyers pour cette première édition de l'année 2026. Au nom de toute l'équipe d'Inside News RDC, je vous présente mes vœux les plus sincères de santé, de paix et de prospérité. En cette première soirée de l'an nouveau, nos cœurs sont partagés. D'un côté, il y a l'espoir que nous avons confié à Dieu lorsque nos églises ont été prises d'assaut par des fidèles en quête de réconfort. Pendant que les chants de louanges et d'actions de grâce s'élevaient à travers le pays, nous avons prié pour nos familles, pour nos enfants et pour l'avenir de notre grand et beau pays. De l'autre côté, il y a la réalité, brute et implacable, qui n'attend pas la fin des célébrations pour nous rappeler à ces urgences. Car pendant que nous consacrions cette année à la paix, nos frères et sœurs de l'Est, à Uvira, à Savo dans le territoire de Djougou, passaient ce cap sous le gourmis des bottes et la menace des armes. Ce contraste saisissant entre nos prières et leur calvaire est le paradoxe qui définit notre nation aujourd'hui. Une nation qui aspire de toute son âme à la paix, mais qui est contrainte de se battre chaque jour pour son intégrité et sa survie. C'est ce Congo à deux visages, celui qui espère et celui qui souffre, que nous allons décrypter pour vous ce soir, avec la rigueur et la proximité que vous attendez de nous. Au sommaire de cette édition spéciale, crise sécuritaire à l'Est. Alors que Kinshasa accuse officiellement le Rwanda de poursuivre son agression à Uvira avec un bilan tragique de 1500 morts, nous analyserons pourquoi les processus de paix de Washington et Doha, portés par la communauté internationale, semblent totalement paralysés. Gouvernance foncière. Après un demi-siècle d'attente, notre pays se dote d'une nouvelle loi foncière. Nous verrons comment cette réforme historique est perçue par les investisseurs internationaux comme un signal majeur de modernisation de notre État. Justice sociale. La Gécamine, un de nos fleurons miniers cotés sur les marchés mondiaux, est accusée de sacrifier la santé de ses travailleurs. Une affaire qui soulève la question cruciale du respect des normes sociales et de gouvernance, ESG, pour nos entreprises d'État. Symbole de la nation, le chef de l'État refonde notre mémoire collective en créant l'Ordre national des héros. Nous mettrons en perspective cette démarche de construction identitaire, une étape que traversent toutes les grandes nations pour consolider leur unité. Passons maintenant au développement des titres. Ce mercredi 1er janvier 2026, l'année s'ouvre sur une accusation extrêmement grave. Le gouvernement congolais, via un communiqué officiel, a dénoncé la poursuite de l'occupation rwandaise dans l'Est, affirmant que les forces de Kigali continuent leur progression autour d'Uvira. Le bilan avancé est terrible. Plus de 1500 civils auraient perdu la vie depuis le début du mois de décembre sous les coups de cette agression. Pendant que la situation se dégrade sur le terrain, les grandes capitales semblent impuissantes. Les processus diplomatiques de Washington et de Doha, qui devaient imposer une désescalade, sont au point mort. La résolution 12773 du Conseil de sécurité de l'ONU, qui exige un retrait sans condition des troupes étrangères, reste un simple document, sans effet contraignant visible sur le terrain. L'effondrement de la diplomatie internationale face à cette crise est aujourd'hui une évidence. Face à ces accusations, le camp adverse propose une lecture radicalement opposée. Corneille Nangaa, coordonnateur politique de l'Alliance Fleuve Congo et du M23, rejette la thèse de l'agression extérieure. Il affirme, je cite, « La crise actuelle est essentiellement congolaise. Vouloir l'externaliser, c'est traiter les symptômes sans jamais soigner la cause. » Il s'agit d'une stratégie mensongère du régime de Kinshasa visant à occulter les défaillances de sa propre gouvernance. Fin de citation. Pour lui, la cause du mal est à chercher à l'intérieur de nos frontières. Loin des déclarations politiques, la réalité humaine est catastrophique. À Savo, dans le territoire de Djougou en Ituri, les conséquences sont concrètes. Plus d'1 millier de familles, fuyant les combats entre les FARDC et les miliciens de la CRP, ont passé le réveillon du Nouvel An sous la peur et la faim. Elles sont à la belle étoile, sans aucune assistance humanitaire. Face à ce drame,
les autorités coutumières locales de la plaine de Savo ont lancé un appel désespéré. Elles plaident pour l'ouverture immédiate d'un couloir humanitaire, avertissant que sans une intervention rapide, on risque d'assister à une véritable catastrophe humaine. Cette paralysie diplomatique et l'expansion du conflit menacent directement notre souveraineté et la sécurité de chaque citoyen, bien au-delà du Kivu ou de l'Ituri. L'avancée signalée par le gouvernement sur l'axe stratégique vers Kalemi, dans la province du Tanganyika, montre que l'objectif de l'agresseur est de déstabiliser le cœur de notre nation. La sécurité de nos compatriotes de l'Est est la garantie de la sécurité de tous. Face à des engagements internationaux qui restent lettre morte, quelles options concrètes restent-ils à notre nation pour restaurer son intégrité territoriale? Et comment garantir que la protection de nos compatriotes à Savo ou à Uvira ne soit pas sacrifiée sur l'autel de la géopolitique régionale? Pendant que notre armée se bat pour défendre nos frontières, l'État s'efforce de mener une autre bataille, celle de la restructuration de l'intérieur, en s'attaquant à des problèmes qui minent notre société depuis des décennies. C'est un événement historique. Le 30 décembre 2025, le président Félix Tshisekedi a promulgué la loi numéro 2562 qui vient modifier et compléter la loi emblématique de 1973 sur le régime foncier, un texte qui avait plus d'un demi-siècle. Cette réforme n'est pas qu'une affaire intérieure. Sur la scène internationale, c'est un signal fort envoyé aux investisseurs et aux grands bailleurs de fonds, comme la Banque mondiale. Ces institutions conditionnent souvent leur appui financier à l'amélioration du climat des affaires et surtout à la sécurisation juridique des investissements. Une loi foncière claire et moderne est un prérequis pour attirer les capitaux étrangers dont notre économie a besoin. Le ministère des Affaires foncières, dans son communiqué, a expliqué que cette loi vise à, je cite, « adapter le droit foncier congolais aux réalités économiques, sociales, démographiques et urbaines contemporaines ». Le texte s'inscrit selon le gouvernement dans la vision du chef de l'État d'un État moderne, efficace et équitable. Il faut souligner ici le travail de la ministre Onej Nsele qui a porté ce projet complexe jusqu'à son aboutissement. Concrètement, qu'est-ce qui change? Voici les innovations majeures introduites par cette loi. La numérisation intégrale du cadastre pour en finir avec les archives papier qui favorisent la fraude. La sécurisation juridique renforcée des droits fonciers pour rendre les titres de propriété incontestables. De nouvelles procédures pour l'attribution des terres conçues pour apporter plus de transparence. Les organisations de la société civile, tout en saluant l'initiative, restent prudentes. Elles attendent de voir si la mise en œuvre de cette loi ambitieuse mettra réellement fin aux spoliations et aux lotissements illicites qui continuent de faire des victimes parmi nos concitoyens les plus vulnérables. Pour chacun d'entre nous, les implications sont directes. La numérisation du cadastre pourrait concrètement réduire les interminables conflits de parcelles qui déchirent des familles entières depuis des générations. De plus, la sécurisation de votre titre foncier pourrait vous permettre, demain, d'accéder plus facilement à un crédit bancaire pour lancer un projet ou construire une maison en utilisant votre terrain comme garantie. Cette réforme, attendue depuis un demi-siècle, sera-t-elle enfin le levier qui mettra fin à l'anarchie foncière et rendra aux Congolais la pleine jouissance de leurs terres? De la justice foncière à la justice sociale, il n'y a qu'un pas, car posséder une terre ne sert à rien si l'on n'a pas la santé pour la mettre en valeur. Une santé parfois mise en péril par ceux-là même qui devraient la protéger. Les accusations sont graves et documentées. La Générale des carrières et des mines, la Gécamine, est soupçonnée d'avoir exposé ses agents du service de radiologie au rayonnement ionisant pendant plus de 30 ans sans jamais leur verser les primes de risque pourtant rendues obligatoires par la loi. Il faut rappeler que la Gécamine n'est pas une entreprise ordinaire. C'est un acteur majeur sur le marché mondial du cuivre et du cobalt. Le London Metal Exchange, LME,
Dans un contexte international où les investisseurs sont de plus en plus attentifs aux critères ESG, environnemental, social et de gouvernance, de telles accusations peuvent gravement ternir la réputation de l'entreprise et affecter sa capacité à attirer des partenaires. Face à cette situation, le silence de l'entreprise est assourdissant. Une correspondance envoyée le 2 avril 2025 par le docteur Jean-Baptiste Lumbumbu, une des victimes, à la direction générale est restée lettre morte. Ce mutisme illustre pour les plaignants le mépris de la direction face à la détresse de ses agents. Les conséquences humaines de cette négligence présumée sont dramatiques. On dénombre au moins 4 agents décédés. D'autres ont développé des cancers et des maladies invalidantes. Le cas du docteur Lumbumbu est emblématique. Après plus de 20 ans au service de l'entreprise, il se trouve aujourd'hui dans un état de paralysie. Les agents et leurs familles ne demandent pas l'aumône, mais l'application de la loi. Ils exigent le paiement intégral des primes dues, la mise en place immédiate de mesures de protection conformes à la loi numéro 017/2002 pour ceux qui sont encore en poste et menacent de porter l'affaire devant les juridictions nationales et internationales si leur cri n'est pas entendu. Ce dossier, chers compatriotes, est celui de nombreux travailleurs congolais. Au service de grandes entreprises, publiques ou privées, ils risquent leur vie chaque jour pour créer la richesse de notre nation, mais se voient souvent refuser la protection et la compensation qui leur sont dues selon les lois de notre propre pays. Comment notre nation peut-elle prétendre être un géant minier mondial si elle ne parvient pas à protéger la santé et la dignité des travailleurs qui, de leurs mains, en extraient la richesse? Protéger les droits des travailleurs, c'est reconnaître leur contribution. Cette quête de reconnaissance est au cœur d'une autre initiative majeure, celle visant à honorer officiellement ceux qui ont servi la nation au plus haut niveau. Le 31 décembre 2025 restera une date symbolique. Par une série d'ordonnances, le président Félix Tshisekedi a promulgué les lois créant l'Ordre national des héros nationaux et recréant l'Ordre national du léopard. La construction d'un panthéon national et la définition des critères de l'héroïsme ne sont pas des détails. C'est une étape cruciale dans le processus de consolidation de toute identité nationale. Pour un pays comme le nôtre, qui cherche à surmonter des décennies de conflits et de divisions, définir ensemble qui sont nos héros est un acte fondateur pour notre avenir commun. L'initiative, portée par le député André Mbata, vise à combler ce qu'il a appelé un vide juridique. L'idée est de reconnaître que de nombreux Congolais, au-delà des figures illustres de Patrice Lumumba et Laurent Désiré Kabila, ont mérité par leur sacrifice le statut de héros national. Concrètement, ces nouvelles lois instaurent des mesures précises. L'instauration d'une date unique de commémoration pour tous les héros nationaux, qui sera désormais un jour chômé et payé. Le maintien officiel du statut de héros nationaux pour Patrice Lumumba et Laurent Désiré Kabila. L'octroi d'une allocation aux conjoints survivants ou aux enfants pour que la nation prenne soin des familles de ceux qui lui ont tout donné. La recréation d'un ordre national du léopard pour récompenser les citoyens ayant accompli au moins 20 ans de service éminent, civil ou militaire. Cette initiative de cohésion par la mémoire se heurte cependant à une vision plus critique de la situation politique. L'opposant Martin Fayulu a déclaré hier que, je cite, « La prétendue passation civilisée du pouvoir n'a produit ni paix, ni stabilité, ni cohésion nationale », offrant un contrepoint sévère à cette volonté d'unité affichée par le pouvoir. Ces décisions visent à ce que chaque Congolais, chaque enfant dans nos écoles, puisse se sentir partie prenante d'une histoire commune, une histoire faite de courage et de sacrifice. Elles visent à ce que le service rendu à la nation ne soit plus un acte oublié, mais un mérite formellement reconnu et valorisé par la République. Au-delà des symboles, cette refondation de notre mémoire collective parviendra-t-elle à inspirer un nouvel élan de patriotisme et d'unité face aux défis immenses qui nous attendent? Des questions de mémoire nationale, nous passons maintenant aux tensions bien réelles qui marquent notre présent
sur les plans sécuritaires et politiques. Face aux menaces qui pèsent sur nos frontières, l'État s'efforce également de renforcer son autorité sur l'ensemble du territoire national. Le vice-premier ministre de la Défense, Guy Kabombo Mwadiamvita, a ainsi achevé une tournée d'inspection stratégique à Kalemi et Mbuji-Mayi. À Benabilonda, il a supervisé les travaux de la future base militaire stratégique, un projet d'envergure destiné à transformer notre dispositif sécuritaire. Pendant ce temps, à Kinshasa, la police a mené une vaste opération qui a conduit à l'arrestation de 76 membres de bandes armées, dont un criminel notoire surnommé Général 3 étoiles, apportant un répit aux populations locales. Sur le front de la justice, le ministre Guillaume Ngefa a dévoilé ses priorités pour 2026, la création d'un inspectorat général des services judiciaires et un durcissement des sanctions contre les magistrats corrompus, affirmant la volonté de bâtir une justice plus intègre. Ces actions combinées visent à restaurer l'ordre public, condition essentielle pour faire face aux fractures politiques qui traversent le pays. L'année 2026 s'ouvre sur un climat politique et social particulièrement tendu, où les appels à l'unité se heurtent à une réalité de division profonde. L'opposant Martin Fayoulou a dressé un tableau sévère de la situation, qualifiant le compromis politique de 2018 d'échec cuisant qui n'a produit ni paix ni stabilité. Cette fracture est aggravée par ce que le PPRD Diaspora qualifie de répression politique persistante. Après l'enlèvement de Dunia Kilanga, secrétaire national du parti, quelques semaines après celui d'Emmanuel Ramazani Shadari. Ces tensions au sommet de l'État trouvent un écho dangereux à la base. Dans la province du Kwango, la société civile de Kingwangala a dénoncé avec force des propos séparatistes et discriminatoires tenus par des personnalités politiques locales visant spécifiquement les communautés Tchokwi et Lunda. Ces discours de haine menacent directement la cohésion nationale, illustrant la fragilité du dialogue dans notre pays. Les défis sécuritaires et politiques exacerbent inévitablement les crises sanitaires et humanitaires qui frappent nos populations les plus vulnérables. Le Centre des opérations d'urgence en santé publique a dressé un bilan contrasté de l'épidémie de Mpox. Si le nombre de cas hebdomadaires a diminué pour s'établir autour de 250 à 300, loin des pics à 2000 cas observés au début de l'épidémie, la maladie persiste dans 19 zones de santé, principalement au nord et sud Kivu, des régions où l'insécurité rend la riposte sanitaire extrêmement complexe. Cette insécurité a des conséquences directes et dramatiques, comme l'illustre le sort des déplacés de Boulé en Ituri. Fuyant les combats, des milliers de familles se retrouvent sans abri, sans nourriture et sans soins, créant une urgence humanitaire qui met en péril la vie de nombreux enfants et femmes. La santé de notre nation dépend aussi de notre capacité à protéger ces populations prises au piège de la violence. Passons maintenant à un tour d'horizon plus rapide de l'actualité de ce 1er janvier 2026. Dans le Haut-Uélé, 2 ponts stratégiques réhabilités sur la RN26 à Ouatsa, ce qui est une excellente nouvelle pour le désenclavement du nord-est de notre pays. Les ponts Bomokandi et Kidi sur la route nationale 26 dans le territoire de Ouatsa ont été inaugurés ce 30 décembre. Effondrés depuis 2 ans, leur absence paralysait l'économie locale, provoquant une hausse des prix et des pertes de temps considérables pour les transporteurs. Longs de 72 et 18 mètres, ces ouvrages sont vitaux non seulement pour le Haut-Uélé, mais aussi pour les provinces voisines du Bas-Uélé, de l'Ituri et de la Tshopo. L'élu provincial Placide Ombeni a salué cette réhabilitation financée par le gouvernement central, mais il a lancé un avertissement crucial. Le tonnage maximal est fixé à 45 tonnes. Il a exhorté les camionneurs à respecter cette limite et les autorités à la faire appliquer
pour garantir la durabilité de ces infrastructures si chèrement acquises. Au Sud Kivu, un vaste vol de câbles électriques de la SNEL a eu lieu à Kavumu. La Société nationale d'électricité SNEL fait face à un véritable sabotage dans le Sud Kivu. Plus de 3000 mètres de câbles électriques en cuivre ont été volés dans l'agglomération de Kavumu, territoire de Kabare. Dans un communiqué, la SNEL dénonce un plan délibéré de certains inciviques visant à anéantir les efforts de l'entreprise pour lutter contre le délestage dans la région. Les villages de Bukanga, Kashenyi et Sireja sont les plus touchés. Ces vols privent des milliers de foyers et de petites entreprises d'électricité, sapant le développement local. Les autorités locales condamnent fermement ces actes et appellent à des sanctions sévères. La SNEL a toutefois annoncé une première avancée. 3 suspects, dont 2 receleurs et un voleur présumé, ont déjà été appréhendés par les services de sécurité. En diplomatie, le soft power congolais au cœur d'une conférence à Rabat. L'avenir de la RDC ne se joue pas seulement dans l'Est ou dans les couloirs du gouvernement, mais aussi dans les esprits. Une importante conférence internationale s'est tenue le 26 décembre à Rabat, au Maroc, sur le thème « Pourquoi la jeunesse est la première richesse stratégique d'un pays ». L'événement a réuni diplomates, entrepreneurs et membres de la diaspora pour discuter du soft power congolais. Bodom Matungulu, président du think tank RDC Stratégie, a eu une formule marquante que je vous cite. Le futur de la RDC ne se jouera pas uniquement dans ses mines, mais dans la qualité de ses cerveaux. Cette conférence a souligné le rôle crucial de notre diaspora et la nécessité pour notre nation de passer d'un modèle purement extractif à une économie fondée sur la connaissance et l'innovation. Nous voici au terme de cette édition. Si nous devions retenir 4 points clés de l'actualité de ce 1er janvier 2026, ce serait ceci. Récapitulatif des points clés. Ce soir, nous avons vu une nation sur tous les fronts. L'impasse sécuritaire et diplomatique dans l'Est, où Kinshasa accuse Kigali face à une communauté internationale inerte. La promulgation, après 52 ans, de la nouvelle loi foncière, un espoir de modernisation et de paix sociale. Les graves accusations portées contre la Gécamine qui nous rappellent que la justice sociale est le fondement de la prospérité. Et enfin, la refondation de nos ordres nationaux, une tentative de bâtir une unité par la mémoire collective. Notre première pensée du jour. En ce premier jour de 2026, notre journal révèle une nation en pleine tension entre la guerre qui nous est imposée de l'extérieur et la volonté farouche de nous réformer de l'intérieur. Notre véritable souveraineté se construira le jour où notre justice sociale sera aussi solide que notre sous-sol est riche. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain à la même heure pour une nouvelle édition d'Inside News RDC. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. C'était Sevena pour vous servir. Bonne continuation.